Donc on parle bien d'un observatoire qui a travaillé cette résolution que Madame la Ministre a signée. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a pondu comme ça. Favorable, Madame la Ministre. Je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. 662, Madame Fiat. Merci, Madame la Présidente. Je vais défendre le 662 et le 660 en même temps. Donc, l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament chargé de concrétiser la résolution transparence prise par la France en mai dernier à l'Organisation mondiale de la santé nous a soumis cette proposition d'amendement. Il est proposé d'améliorer la transparence en clarifiant certains termes de cet article. À plusieurs reprises dans cet article, il est fait référence au surcoût non justifié pour l'assurance maladie. Et comment ce surcoût est-il défini? Il est impossible d'estimer ce surcoût sans avoir à disposition les informations telles que sur le financement, la recherche et du développement du produit de santé en question, les montants de la contribution publique française aux différentes phases du développement du produit de santé, les informations sur les brevets liés à ce produit de santé, les informations sur la provenance des principes actifs, leur prix d'achat, les prix dans les autres pays, y compris hors Union européenne et y compris des alternatives génériques disponibles dans d'autres pays. Bref, le surcoût pour l'assurance maladie ne peut être analysé qu'au regard des informations que je viens de vous citer qui doivent donc être systématiquement disponibles et ce publiquement. C'est l'objet de cet amendement. La mise en place d'une telle transparence permettra de documenter l'illégitimité des prix des médicaments et donc de gagner en puissance dans les négociations avec les industriels. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur. Madame la députée, je vous remercie d'aborder cette question de la transparence des prix des médicaments et des dispositifs médicaux. C'est une question qui revient annuellement et pour cause. Année après année, on peut être troublé, voire marqué par certains prix inflationnistes de médicaments notamment innovants. Et on ne peut s'empêcher de penser que pour un certain nombre d'entre eux, sans l'action des pouvoirs publics, depuis la formation du chercheur jusqu'au dépôt du brevet, au transfert technologique, à la recherche translationnelle, aux aides publiques à travers le crédit impôt recherche, etc., il n'y aurait peut-être pas eu la possibilité de développer cette molécule. Et l'exploitation qui en est faite par des laboratoires privés interpelle dans la mesure où on n'a pas d'indicateur permettant de tenir compte de cette valeur inestimable, en fait, de la recherche et du développement dans l'élaboration du prix du médicament par le CEPS. Alors moi, j'ai posé la question au comité économique des produits de santé en audition pour leur demander s'il était possible d'intégrer cette question-là. J'ai eu une double réponse. Dans le domaine des dispositifs médicaux, c'est peut-être un peu moins complexe, mais dans le domaine du médicament, c'est extrêmement complexe parce que l'élaboration de critères, jusqu'où on remonte, dans quelle proportion, nécessiterait un process quand même très lourd pour une structure comme le CEPS qui est déjà peu dotée humainement et qui est, je vois lever la main, je termine quand même ma réponse, qui est très peu dotée au regard des missions fondamentales qui sont les siennes. Et pourtant, moi je pense qu'on ne peut pas en rester là. Il faut pouvoir connaître la participation du public, le coût de la recherche et du développement et intégrer cela pour tenir compte de l'élaboration du prix d'un traitement. D'autant plus, on peut d'autant moins en rester là qu'on a eu un exemple cette année d'un médicament de thérapie génique vendu jusqu'à 2 millions d'euros l'unité. 2 millions d'euros l'unité, alors même que ce médicament a été développé sur fonds publics et que c'est l'exploitation qui en est privée. Donc c'est très complexe. Comment est-ce qu'on tient compte des coûts de R&D, des coûts de production, des coûts de transport, de stockage, etc. pour pouvoir élaborer correctement le prix d'un médicament? Moi, j'aimerais qu'on y arrive. Et je le dis en sincérité. J'aimerais qu'on puisse y arriver. Aujourd'hui, on me répond que c'est extrêmement complexe techniquement, en tout cas que fixer un objectif avec une deadline dans la loi, c'est assurément ne pas réussir à répondre correctement à la commande des parlementaires qui serait la nôtre, parce qu'ils ne sont pas aujourd'hui en état de le faire. Mais quelle réponse est-ce qu'on pourrait apporter? Est-ce qu'on peut avoir cette réflexion? Est-ce qu'on peut peut-être pousser la réflexion également au Sénat et d'ici la deuxième lecture pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on arriverait à avancer sur ce chemin? Voilà, vous avez compris, en sincérité, j'aimerais pouvoir accompagner ce mouvement. Reste à savoir comment est-ce qu'on peut le faire. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Madame Fiat.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, je vous remercie de votre réponse. Et effectivement, pour le moment, personne n'a une baguette magique de savoir comment on utilise les informations qu'on aura. Mais là, l'amendement propose qu'on ait la transparence sur ces informations, que ces informations soient publiques. Et une fois, monsieur le rapporteur, que ces informations seront publiques, nous pourrons voir comment travailler ensemble pour trouver la stratégie pour calculer. Mais là, on demande juste que la transparence soit faite. Donc vous voyez, on n'en est pas encore dans la stratégie. Déjà la transparence, pour une fois qu'on est d'accord, je vais insister, mais déjà la transparence, et ensuite nous verrons comment on met en place la stratégie. Mais là, sincèrement, on demande la transparence sur les informations. Je ne comprends pas l'avis défavorable. Je vous donne pas une stratégie, je vous dis pas de suivre ce que je vous dis. Je vous demande la transparence. Je parle à Madame la Ministre aussi. Merci Madame Fiat. Donc je vais mettre aux voix cet amendement 662 ayant reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Sur le 660, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Le 346, Monsieur Christophe. Défendu. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Madame la Ministre. Je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Pas adopté. Le 1601. Monsieur Quatennens. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais défendre les amendements 1600, 1601 et 1604 lors de la même intervention. Ce sont des amendements qui, dans la droite ligne de ce que vient de faire et proposer ma collègue Fiat, réclament effectivement plus de transparence sur le montant des médicaments et leur prix. Un amendement demande que la transparence soit faite sur les volumes de vente, les prix d'achat des principes actifs et des excipients, les marges intermédiaires, ainsi que les subventions publiques reçues. Un autre amendement réclame que les contributions financières dédiées à la recherche et au développement soient rendues, portées à notre connaissance. Et enfin, l'autre, que les dépenses d'acquisition des brevets soient également connues. Bon, compte tenu de ce qui a été dit notamment par le rapporteur sur effectivement les prix exorbitants de certains médicaments, on pense par exemple à la cure concernant l'hépatite C qui coûte plus de 30 000 €. Bon, on voit bien que effectivement il y a fort à faire en matière de stratégie pour pouvoir obtenir tous ces renseignements, mais la transparence, on doit pouvoir en tant que législateur l'exiger. Et quand nos collègues de la majorité votent contre nos amendements, là, ils votent simplement contre le principe de transparence. Ça veut dire que vous êtes pour l'opacité. Je crois que ce n'est pas sérieux et que personne dans cet hémicycle ne peut le défendre. Donc, par ces amendements, donnons-nous un objectif politique. Obtenir cette transparence. Qui, dans cet hémicycle, ne la veut pas? Qui, honnêtement, ne la veut pas? Et puisque ces données existent, nous devons pouvoir les avoir. Nous devons savoir en détail tout ce qui concerne le caractère intermédiaire de la composition qui justifie à la fin les prix exorbitants que nous avons à connaître. Je crois que réclamer la transparence, c'est bien la moindre des choses que nous puissions faire et qu'il n'est pas raisonnable de balayer ces amendements d'un revers de la main. J'interroge donc à la fois mes collègues de la majorité, mais aussi vous, Madame la Ministre. Vous êtes contre la transparence? Je ne le crois pas. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, sur ces trois amendements. Peut-être pour compléter la réponse, mais sans être trop long, parce que je me suis longtemps exprimé, vous avez compris que la transparence, vous interpellez l'Assemblée nationale. Je crois que quand on dit est-ce que vous voulez de la transparence, si quelqu'un vous dit non, ce serait surprenant. Maintenant, les conditions de la transparence, c'est déjà un petit peu plus, rentrer un peu plus dans le sérieux et dans le dur du problème. La transparence dans un milieu qui est organisé autour du droit des brevets, du secret des brevets, du secret des affaires, du secret des transactions. Moi, j'ai déposé, je vous le dis, j'ai déposé en commission et en séance, mais j'ai été retoqué par l'article 40, comme quoi ça arrive aussi, pour être rapporteur général et se faire piéger. J'avais déposé un amendement qui visait à permettre à un usager de participer aux négociations entre le CEPS et l'industrie pharmaceutique avec une voix délibérative. Non pas juste pour être consulté, mais avec une voix délibérative. C'était un enjeu de transparence. Ça n'a été rejeté au titre de cavalier social, mais je pense que c'est dans l'air du temps et qu'on y arrivera. Donc à nouveau, définir des critères, définir comment penser la transparence dans un milieu industriel qui repose en grande partie sur le secret des affaires, le secret des brevets, etc. Ce qu'on peut parfaitement... ce qu'on peut comprendre. Et ensuite, il y a des choses pour lesquelles il sera plus facile que d'autres de remonter. Moi, je vous donne un exemple. Lorsqu'il y a eu le traitement de l'hépatite C auquel vous faisiez allusion, moi j'avais convoqué à l'Assemblée nationale, j'étais alors député, avait convoqué le patron français de l'industrie du laboratoire américain qui avait commercialisé le médicament, en lui demandant comment est-ce qu'on pouvait comprendre que ce prix-là soit exigé au pouvoir public, lors même que ce grand groupe pharmaceutique avait racheté par une OPA
une start-up américaine dans le domaine des biotech qui avait elle-même produit et obtenu le brevet du médicament et qui avait prévu dans des documents internes d'en demander un prix 3 fois inférieur. Et en réalité, l'écart de prix était l'écart de prix qui correspondait en grande partie au surcoût lié au rachat de cette start-up par ce grand groupe. J'avais été scandalisé. J'ai parlé de licence d'office. J'ai parlé de licence d'office avec mon collègue Gérard Bapt à l'époque. On avait convoqué le patron du laboratoire en disant on ne peut pas continuer. La ministre de l'époque avait dit ce n'est pas normal. Elle avait convoqué ses partenaires, enfin elle avait provoqué une réunion avec ses partenaires ministres de la Santé européens pour avoir une stratégie européenne pour être capable de faire face. Et nous avions finalement trouvé une parade à travers le PLFSS avec un article qui était spécialement destiné à encadrer l'évolution du marché lorsqu'un médicament arrive comme ça de façon innovante et qu'il emporte des conséquences financières trop importantes, avec un taux au-delà duquel 100% du chiffre d'affaires devait être reversé au pouvoir public. Donc la question de la transparence, elle ne nous a pas attendu, elle ne vous a pas attendu. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à une transparence totale dans un milieu qui, par définition, encore une fois, est un milieu qui repose sur le secret des affaires. Comment est-ce qu'on arrive à développer des indicateurs qui soient à la fois judicieux, pertinents, qui nous permettent d'avancer. Parce qu'au-delà de la transparence, ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément de savoir, c'est d'être capable de déterminer à partir des informations qu'on a obtenues. Mais on peut travailler ensemble sur ce sujet-là. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Pour faire un résumé sur l'ensemble de vos amendements, je ne peux pas vous laisser dire qu'on sommes contre la transparence. Nous sommes pour la transparence. Nous avons signé, la ministre a signé une déclaration à l'OMS sur ce sujet. Nous devons travailler dans le cadre du comité interface usager CEPS à cette question et nous partageons la même cible, cette cible que nous devons construire avec des outils qui ne pénalisent pas à ce stade et surtout à court terme les Français dans un monde où, comme l'a rappelé monsieur le rapporteur général, où le monde du médicament est plus globalement présent et avec une emprise au niveau international. Nous travaillerons et nous devons travailler ensemble à ces sujets. Merci, Madame la ministre. Monsieur Daréville. Merci, Madame la Présidente. Sur ce sujet sur lequel je suis également investi depuis un certain temps et sur lesquels j'ai déposé des amendements et j'en avais déposé l'année dernière, je voudrais faire 3 remarques à partir du débat qui s'est engagé, qui est un débat important. La première, c'est que nous avons le sentiment de payer 2 fois. Une fois avec un certain nombre d'aides publiques qui sont distribuées pour la recherche. J'ai cité hier les chiffres de Sanofi, je ne les ai plus en tête, mais ce sont des chiffres importants. Sanofi n'étant qu'un exemple parmi d'autres. Et donc, première fois à ce moment-là, au moment de ces aides publiques, et deuxième fois, évidemment, par le biais du remboursement par la sécurité sociale d'un certain nombre de médicaments. Et je dis 2 fois, c'est peut-être au moins 2 fois. Mais j'identifie ces 2 moments-là. Le deuxième aspect, monsieur le rapporteur, vous avez évoqué la licence d'office, qui est effectivement un outil que nous pouvons éventuellement mobiliser. La difficulté, c'est que il faudrait être crédible pour pouvoir le mobiliser. Et qu'aujourd'hui, l'absence d'un pôle public du médicament nous empêche de pouvoir être crédible lorsque nous invoquons la licence d'office. Donc c'est pour ça que je pousse aussi le débat dans cette direction. Il me semblerait nécessaire d'avancer. Troisième élément sur le CEPS. Je rappelle ce que j'ai dit il y a quelque temps sur la nécessité de renforcer les moyens du CEPS pour faire face à un certain nombre de ses missions. Et il doit effectivement fixer les prix. Il lui faut des éléments pour fixer les prix. Et je crois, je le répète, que ça ne peut pas être qu'en fonction du service rendu du médicament qu'on fixe les prix. Et donc ça suppose d'engager une réflexion sur le mode de fixation des prix du médicament. Merci, monsieur le député. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 1601 ayant... Monsieur Quatennens, vous souhaitez reprendre la parole? Oui. Oui, merci Madame la Présidente. Juste pour répondre à Madame la Ministre et à Monsieur le rapporteur, notamment à ce dernier qui disait que l'essentiel n'était pas de savoir, mais de voir comment ensuite traiter l'information. Il faut d'abord effectivement savoir pour pouvoir traiter une information. Et en inscrivant dans la loi les informations que nous souhaitons recueillir, eh bien, on se fixe un objectif. Et le premier objectif, c'est de recueillir ces informations. Et après, effectivement, on sera tout à fait disposé à travailler avec vous sur la manière dont on peut les traiter. Mais je crois qu'il n'y a absolument aucune difficulté à écrire dans la loi, tel que c'est proposé dans ces amendements qui viennent compléter l'alinéa 64, l'objectif de transparence. Et que vos explications
ne correspondent pas à ce que nous demandons. Nous demandons simplement un détail sur un certain nombre de sujets que nous devons pouvoir connaître. Vous avez notamment appuyé votre raisonnement sur la logique des brevets. On me signalait quelle était dans l'histoire la logique autour du brevet, avec notamment une loi qui date du VIe siècle avant notre ère sur les recettes de cuisine et qui précisait justement que, en contrepartie d'un monopole, la détention d'un brevet, il y avait la nécessité de divulguer la recette et de la porter à la connaissance du public. Voilà quel était l'historique autour de la création de l'idée de brevet. Donc je crois qu'il n'y a absolument aucune contradiction avec la nécessité de réclamer la transparence. Au contraire, et je crois que vous tirez une balle dans le pied, vous désarmez en quelque sorte la puissance publique vous-même. On doit pouvoir réclamer la transparence, sinon dites-nous ce que vous craignez. Si vous ne voulez pas qu'on puisse ensuite faire des procès d'intention sur le fait que vous protégeriez des intérêts particuliers, etc., bon, eh bien, réclamez avec nous la transparence. Vous savez, il faut des preuves à un moment donné. Donc, si vous êtes pour la transparence, eh bien, inscrivons-le dans la loi, ne refaisons pas certaines erreurs que vous avez commises sur d'autres sujets où il y avait de décalage net entre vos déclarations d'intention et ce que nous pouvions écrire dans la loi. Merci, monsieur le député. Bien, je vais mettre aux voix l'amendement 1601 ayant reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 1600, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Le 1604, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Le 1598, madame Fiat. Oui, très rapidement, Madame la ministre, par rapport et Madame la ministre qui a signé cette résolution et nous en sommes très contents. C'est bien l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament chargé de concrétiser la résolution transparence prise par la France, donc Madame la ministre en mai dernier, qui nous ont soumis ces propositions d'amendement. Donc on parle bien d'un observatoire qui a travaillé cette résolution que Madame la ministre a signée. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a pondu comme ça. Et donc par cet amendement de transparence, nous demandons des sanctions, mais aussi une capacité de réaction pour subvenir aux besoins de médicaments de la population. La licence d'office qui permet de lutter contre les ruptures de stock importantes doit aussi pouvoir être envisagée dès lors que les laboratoires ne remplissent pas leurs obligations de transparence. Ces dispositions sont rarement mises en place alors même que l'intérêt public le justifie souvent. C'est donc l'objet de cet amendement et je rappelle que c'est l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament chargé de concrétiser la résolution signée par Madame la ministre Buzyn en mai dernier à l'OMS qui nous a soumis cette proposition. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur. L613-16, c'est l'article du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit déjà dans la loi le dispositif de licence d'office. Je vous ai fait la même réponse l'année dernière et vous aviez retiré votre amendement. Je vous propose à nouveau le retrait cette année. Madame la ministre. Madame Fiat, vous le maintenez? Vous le retirez? Bien, alors je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.